Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt démarrer d'ici quelques minutes notre webinaire sur comment intégrer sa digital workplace à l'ère du télétravail. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Waldeman, qui est stratégiste chez Mosaïque 365. Nous avons Bruno Hondet de chez C2S, consultant senior en transformation digitale. Et nous avons en dernier Kathleen Chotard, qui est responsable pôle média chez Bouygues SA. Je vous laisse peut-être vous présenter. Alors, j'espère que tout le monde nous entend bien. On attend bien sûr traditionnellement les derniers retardataires. On démarre dans 1 minute. Donc voilà, j'espère que tout le monde nous entend bien et est bien installé. On est ensemble du coup pour 1 heure. Voilà, et on va essayer de respecter ce timing pour vous libérer à 18 h. Alors, encore 30 secondes. Et on démarre. Tu peux passer le slide. Allez, je donne le top départ. C'est parti. Écoute, Kathleen, je te propose de démarrer ce tour de table. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Kathleen Chotard, je suis responsable du pôle digital média au sein de la direction de Bouygues SA, direction de la communication. Voilà. Et moi, je vais surtout vous parler en fait de l'expérience client et de la mise en place donc du nouvel intranet du groupe ainsi que du nouvel intranet Bouygues SA. Voilà, je laisse la parole maintenant à Bruno. Bonjour à tous, je suis donc Bruno Hondet, je fais partie de C2S Bouygues, qui est une entreprise du numérique au sein du groupe Bouygues. Je vous parlerai dans ce webinaire, moi, de la partie organisation et la façon dont C2S aborde ce type de projet. Je vous parlerai de nos clés. Voilà. Et je passe la parole maintenant à Frédéric. Et enchanté, Frédéric Waldeman. Donc, moi, je suis stratégiste digital et je travaille pour les équipes Mosaïque, notamment sur la roadmap et sur l'accompagnement conseil pour nos clients. Voilà. Et donc, bienvenue à tous. Donc, on est là pour 1 heure. On a chapitré cette présentation en 3 étapes. La première étape va être un petit peu la big picture. On va vous présenter les enjeux de la digital workplace à l'ère du télétravail. Ça va pouvoir, on va comme ça pouvoir poser un petit peu le contexte. On aura une deuxième phase explicitée par Bruno qui va nous donner un petit peu les clés de réussite d'une phase d'intégration d'une digital workplace et des intranets. Et on terminera par la preuve par l'exemple avec la mise en œuvre de plusieurs portails pour le compte de Bouygues SA, et c'est Kathleen qui nous fera l'honneur de faire ce témoignage client. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On peut peut-être rappeler, Frédéric, les questions. Oui, bien sûr. Alors, on a Clotilde qui attend dès à présent vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous solliciter via le chat. On va essayer de récolter vos questions au fil de l'eau. Il y aura bien sûr la traditionnelle phase de questions-réponses dans les dernières minutes de ce webinaire. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va essayer de les traiter à la fin de chaque chapitre. Si elles sont contextuelles au chapitre, ça sera avec plaisir qu'on y répondra au fil de l'eau. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. Du coup, premier chapitre, ma digital workplace à l'ère du télétravail. Et on va tout de suite vous proposer ce premier slide pour poser un petit peu le contexte. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'intégration de la digital workplace, on vous propose ce slide pour comprendre les interactions qu'il y a entre la digital workplace et les enjeux du télétravail. Je vous propose donc, pour commencer, de regarder comment nous travaillons. Vous avez sous les yeux 2 modes d'organisation de travail. À gauche, le mode de travail
historique, dit structurel, qui réplique une organisation plutôt managériale. C'est le schéma de travail le plus classique, le plus répandu, le plus traditionnel. Et à droite, vous avez un mode de travail dit en réseau, un mode d'organisation un peu moins structuré, moins hiérarchique également, et qui laisse plus de place à l'agilité. On le voit d'ailleurs dès le schéma. Hein. Sur le schéma, déjà, ça transpire. On a beaucoup plus de transversalité et d'interactivité. À gauche, on a des chemins de communication plus complexes et l'organisation a tendance à freiner les interactions à cause du cloisonnement. Et on verra que dans le cadre du télétravail, ce schéma est peut-être un peu complexe à mettre en œuvre. Et à droite, on constate au contraire que la pyramide hiérarchique, elle est beaucoup plus effacée. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on est sur un mode d'organisation anarchique. Pas du tout. On va le voir un petit peu dans les détails après. On est sur un schéma quand même qui reste structuré, mais beaucoup plus agile. Alors, le mode de travail en réseau, celui de droite, je l'appelle un peu le mode de travail distribué parce que finalement, le manager, il s'affaire davantage à gérer des flux d'activité plutôt que des hommes. Et du coup, ce qu'on va réclamer à ce manager, c'est d'être un peu plus qu'un chef, c'est d'être finalement un manager en capacité d'animer un flux de travail voilà, pour aussi, du coup, pouvoir s'affranchir de la distance et de vérifier que les projets avancent, que les tâches sont accomplies, que les objectifs sont atteints, sans pour autant avoir une proximité physique avec les membres de son équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, le mode de travail que met en place l'entreprise va avoir une grande influence sur la nature de votre digital workplace. Et c'est là que je recoupe un petit peu avec l'impact entre le télétravail et la digital workplace. Et donc, les conditions de travail vont être impactées par le mode d'organisation, mais aussi par la nature de la digital workplace que vous allez déployer. On voit d'ailleurs sur le schéma de droite, en une philosophie plutôt d'open space, on voit une ouverture. On voit qu'on est déjà beaucoup plus dans un mode d'organisation compatible avec la notion de télétravail. Pour moi, les deux clés de voûte du télétravail, ça serait, premier axe, bien sûr, de choisir un mode opératoire, un mode d'organisation compatible avec la notion de télétravail. Et puis, le deuxième point, c'est bien évidemment de choisir une plateforme digitale compatible également avec ces conditions de télétravail. Et donc, dans les grandes plateformes, on va retrouver du Office 365, on va retrouver du Google Suite, toutes ces grosses plateformes dites cloud qui vont pouvoir permettre d'adresser des usages à distance. Donc, sur ces usages à distance, on retrouve toujours la notion d'ATAWAD, le Anytime, Anywhere, Any Device. Alors, le Anytime, c'est bien sûr de proposer un mode de travail synchrone et asynchrone. Le télétravail a la caractéristique d'amplifier les plages de travail. Et donc, on ne travaille peut-être plus tous en même temps. Il y en a qui se lèvent très tôt, il y en a qui se couchent très tard, il y en a qui travaillent le midi. Donc, on a besoin d'être à la fois synchrone et asynchrone. Le Anywhere, c'est de couvrir le besoin des collaborateurs qui sont en télétravail par définition, mais aussi tous les frontline workers, les commerciaux, les gens qui sont nomades. Et donc, du coup, quand on adresse le nomadisme, on adresse par définition le télétravail. Et puis enfin, le dernier, le Any Device. Alors, je ne vais pas vous parler du « je peux me connecter avec mon téléphone ou avec ma tablette ». Ce n'est pas trop ça le débat, j'ai envie de dire. C'est plutôt de se dire que le contenu n'est plus physiquement sur le poste et qu'il est du coup dans le cloud. Et ça, c'est extrêmement important parce que le document partagé, disponible, sauvegardé et surtout unique, c'est les prémices de la collaboration. Et donc, la collaboration, c'est cette capacité à travailler dans toutes les conditions et même à distance. Donc typiquement, je n'envoie pas de mail, de pièce jointe par mail, je vais envoyer une URL parce que si on veut collaborer à distance, il faut que le document il soit partagé, il faut qu'il soit du coup unique, stocké quelque part sur un serveur cloud et à la disposition de l'ensemble des collaborateurs où qu'ils se trouvent. La conclusion, c'est que la Digital Workplace, bien sûr, va faciliter le travail, mais elle va aussi permettre de porter des usages digitaux fondamentaux
si on veut travailler correctement à distance. Et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir tout de suite sur le slide suivant. Alors, si vous regardez ce slide, je vais vous laisser bien sûr parcourir ces 6 grands cas d'usage. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est exhaustif. En tout cas, ce sont des familles. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a rien de caractéristique au télétravail. Finalement, on se rend compte que ce sont des usages courants du quotidien qu'on consomme tous dans l'entreprise depuis déjà de longs mois. Ils n'ont rien de spécifique au télétravail. Et du coup, on peut dire aussi que la Digital Workplace est tout simplement pour vocation de couvrir les usages du quotidien, mais aussi de s'affranchir et de gommer l'isolement que va subir le télétravailleur. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu de la Digital Workplace, c'est de se dire on travaille comme au bureau, sauf qu'on n'est pas au bureau, et c'est ça, finalement, le grand enjeu de la Digital Workplace. Le premier grand axe, je dirais, qui pourrait définir le grand chantier d'une Digital Workplace, c'est l'autonomie garantie du collaborateur. Vous verrez qu'à chaque fois, dans les cas d'usage, il y a un besoin d'autonomie parce qu'on est loin de tout le monde. Donc, trouver une procédure, trouver une consigne sanitaire, est-ce qu'on a le droit de revenir au bureau avec le Covid, disposer d'un moteur de recherche performant, trouver un expert qui va pouvoir m'aider dans ma problématique. On voit que tous les cas d'usage qui sont réclamés, en tout cas, qu'on nous réclame l'organigramme de l'entreprise, tout ce qu'on nous réclame depuis plus d'1 an dans nos produits sont directement liés aux besoins d'autonomie et donc du télétravail. Le deuxième axe, c'est l'interactivité. Alors, l'explosion des outils de visio, bien sûr, comme Teams, comme Zoom, on voit qu'on a un besoin de compenser la distance en se connectant toute la journée pour combler le vide physique et retrouver une proximité avec ses collègues. Et le troisième axe, et ce n'est pas le moins important à mes yeux, c'est l'axe de l'intranet, parce que l'intranet a souvent une image un peu poussiéreuse, un peu inutile, et puis un peu moins sexy que du Teams, très interactif, très conversationnel. Or, on a moi, j'ai eu le sentiment que finalement, l'intranet a un peu sauvé les meubles pendant le confinement parce que ça a été la dernière place physique de fédération, de regroupement, de continuer à diffuser la culture d'entreprise et surtout à laisser disponible le patrimoine technique et documentaire de l'entreprise qu'il fallait bien aller retrouver quelque part. Et donc, l'intranet est aujourd'hui pour moi une porte d'entrée fondamentale de la Digital Workplace parce que c'est souvent le point de départ des parcours utilisateurs. On sait que la Digital Workplace c'est quelque chose de très riche, très vaste. Il faut bien canaliser, fédérer, rassembler, proposer. Et je trouve que l'intranet est la plateforme finalement la plus pluridisciplinaire et la seule aujourd'hui capable d'être ce hub de distribution vers les services. Alors, sur le slide tout de suite après, justement, je vous propose de découvrir un petit peu une cartographie type d'une Digital Workplace. Alors, on a pris l'exemple avec Office 365, parce que c'est la plateforme un petit peu favorite, on va dire. En tout cas, c'est celle qui est la plus consommée clairement dans les entreprises aujourd'hui. Et on va retrouver nos 6 points d'usage. On va retrouver ce besoin de communication, ce besoin de collaboration, ce besoin de connexion avec la visio et la collaboration avec Teams, la notion de partage. Toute la couche sociale, le confinement a aussi révélé cette tendance du réseau social interne de l'entreprise parce qu'on a besoin de cimenter les relations alors qu'on ne se voit plus. Et puis, tout ce qui est productivité, donc à la fois la partie poste de travail bureautique avec Office et puis tout le parc applicatif métier de l'entreprise qui est aussi, en fait, c'est tout ça la Digital Workplace. Ce n'est pas juste l'intranet. L'intranet, lui, c'est, à mon avis, la plateforme qui va être un peu le hub de départ. Mais on voit que dans le quotidien, on va aller butiner à peu près tous ces services. Et le grand enjeu de la Digital Workplace, dans sa conception, ça va être de canaliser tout ça, de simplifier tout ça et de faire accélérer l'adoption avec une expérience digitale la plus fluide possible. Voilà. Et du coup, je te laisse, Bruno, contextualiser du coup cette notion de Digital Workplace dans les projets que tu as vécus
pour le compte de Bouygues. Tout à fait. Merci Frédéric. Alors, il est vrai que dans le groupe Bouygues, notre histoire fait qu'on est assez proche des outils de Microsoft et que donc, par conséquent, la plateforme d'Office 365 est un produit qui est assez répandu dans notre groupe et dans ses filiales et qui permet aux collaborateurs de bénéficier d'un certain nombre d'outils qui les aident tout au long de leur journée de travail. Ça a permis de modifier les différentes méthodes de travail au quotidien, de faciliter la mise en place du travail à distance, comme on l'a vu, et comme on a pu le vivre. On passe d'une communication qui était historiquement basée sur des mails à des communications qui sont plus, comment dire, qui sont plus vocales, qui sont plus dans le temps réel et qui permettent de communiquer de l'information rapidement, efficacement. La Digital Workplace, elle a pour but en fait de centraliser toutes les informations que l'on retrouve dans l'entreprise. On l'a vu tout au long de nos projets. C'est même un challenge que de bien identifier toutes ces applications, tous ces flux d'informations au sein de l'entreprise pour pouvoir bien les mettre en place et les centraliser. Cela implique du coup, pour bien identifier, c'est de faire différents ateliers avec le client pour qu'il nous exprime son besoin, qu'on puisse nous, de notre côté, par notre expertise, déterminer avec notre œil les flux qui se passent au sein de l'entreprise. Le parc applicatif qui est à côté, en fait, qui n'est pas forcément lié avec Office. On peut penser aux différentes applications aux ressources humaines, ce style de choses, et sur lequel on souhaite s'appuyer pour récupérer différentes informations. Ça peut être des congés, ça peut être ce style de choses, des tâches à faire. Donc, il est important de bien identifier et surtout de bien prendre en compte tout ce flux. Et puis ensuite, la seconde question qui va se poser, c'est ma Digital Workplace, comment je la place par rapport à l'utilisateur? Quel est son point central? Comment l'utilisateur va accéder à cette information? Et ce qu'on voit à ce jour, c'est que là où historiquement, en fait, on avait un intranet, un site web qui pouvait être le point central de notre espace, on a de plus en plus tendance à avoir des outils comme Teams qui deviennent un hub d'information qui viennent prendre cette place, en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que cet outil est peut-être encore un peu jeune pour vraiment reprendre toutes les fonctions, mais il est sûr que dans un futur proche, cet outil aura certainement cette place centrale. Alors, nous venons de finir le premier chapitre qui vous a un peu défini la Digital Workplace. Je me tourne du côté de Clotilde, c'est bon. Très bien. Donc, je vous propose maintenant que l'on aborde les clés pour réussir sa phase d'intégration. Alors là, c'est le retour d'expérience que je peux vous faire sur les différents projets que l'on a pu mener. Alors, pour C2S, pour moi, il y a deux grands axes auxquels on doit faire attention quand on aborde ce type de projet. Le premier, c'est de s'assurer que l'organisation que l'on va mettre en place soit agile, qu'elle va nous permettre de réagir rapidement, de bien s'adapter et surtout d'aller vite. Quand on construit maintenant à ce jour une Digital Workplace, ce n'est plus un projet comme avant où en fait un projet qui s'étire dans le temps. Le client souhaite aller vite, il souhaite avoir des éléments concrets rapidement. Donc, ce qui est donc nécessaire de faire, c'est de rendre agile tout ce processus. Le degré d'agilité, c'est souvent le client qui le donne. Et c'est notre rôle à nous d'expliquer au client l'intérêt qu'il a d'être agile pour qu'il puisse mener à bien son projet. Alors, donc, comme je vous ai dit, l'agilité est donc la première phase qui est très, très importante dans ce processus. La seconde, pour moi, c'est aussi l'équipe que le client va mettre en place.
C'est-à-dire que le client, pour répondre aux questions, pour contribuer ensuite au contenu, il va choisir des personnes de son entreprise et c'est important que ces personnes-là connaissent bien le besoin, qu'elles ne le découvrent pas en cours de route, donc qu'elles aient bien suivi tout le processus, qu'elles soient dynamiques et qu'elles sachent se rendre disponibles. C'est important que quand nous avons des questions, des interrogations, on puisse les poser et recevoir une réponse rapidement. Il faut aussi que le client nomme un product owner, quelqu'un qui est en fait responsable, qui va être à même de faire des choix. C'est important de faire des choix et surtout d'assumer ses choix. Donc ça, c'est souvent le plus difficile. De notre côté, C2S va mettre en place une équipe assez hétéroclite avec des consultants qui vont écouter le client, qui vont lui poser des questions pour comprendre son besoin. Alors, il y a l'expression de besoin, mais il faut s'assurer en faisant redire au client ses usages, de s'assurer qu'en fait, on ait bien compris cette expression de besoin, voire si nécessaire, la redire, la repréciser. Ces consultants sont des personnes qui connaissent la plateforme, qui sont à même de détecter justement les paramétrages, les biais sur lesquels on peut aller. Ensuite, on va avoir de notre côté un architecte qui, lui, va plus intervenir sur les côtés plateforme pour s'assurer que toutes les questions techniques qu'on répond bien à tous ces pans-là. Et puis, en dernier lieu, on a un success manager qui va suivre le projet au quotidien, qui va contacter le client pour s'assurer que tout se passe bien, qu'on est bien dans les délais et que que le projet va bien se conclure. Alors, comme je vous l'ai dit, pour bien identifier ce besoin, on va mettre en place, dès le début du projet, un certain nombre d'ateliers. Un atelier de conception, des ateliers ergonomiques, des ateliers de paramétrage. En fait, le but, c'est d'avoir assez vite des éléments concrets. Et de montrer au client, par des exemples précis, ce que peut donner son site, ce que peut donner sa plateforme. L'intérêt de ça, c'est de l'intégrer, le client, dans ce projet avec des éléments concrets et que donc il soit moteur. Il comprenne le fonctionnement, il soit moteur et il puisse rapidement proposer de nouvelles choses. Voilà. Le second élément qui est primordial pour moi, c'est en fait de bien choisir son socle. Le choix du socle est important. Ça se fait en premier lieu si on s'aperçoit en cours de route que le choix que l'on a fait pour son socle n'est pas bon. Souvent, ça va poser des soucis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon socle? C'est d'abord s'assurer que le socle, que les hypothèses de produits que l'on a choisis pour faire notre digital workplace, ce soit face à un socle qui soit robuste, qu'il n'y ait pas de bug ou le moins de problématiques de ce côté-là, qui soit efficace, donc qu'il y ait des temps de réponse qui soient bons. Savoir qu'une digital workplace, on a souvent tendance à mettre tout un tas d'informations. Donc, c'est important de prioriser ces différentes informations et faire en sorte qu'ils s'affichent au plus vite pour le client. Il faut aussi que la digital workplace soit évolutive dans le temps. Ce n'est pas un produit que l'on crée et qui ne vit pas, en fait. Au fur et à mesure du temps, on va déterminer de nouveaux usages, on va faire évoluer ce produit. Donc, il est très important, en fait, de faire un choix qui permet de faire évoluer cette plateforme. Donc, ça peut être les API, les connecteurs, se connecter à d'autres applications. Donc, il faut s'assurer de ça. L'autre critère, c'est l'accessibilité. L'accessibilité pour les personnes qui présentent des handicaps, c'était un élément qu'on avait avant, mais à ce jour, c'est une norme. Donc, il est important de s'assurer que les outils que l'on a intègrent cette norme. Et que tout au long du paramétrage, c'est bien beau d'avoir des outils qui répondent à cette norme. Si quand on paramètre l'outil, si quand on contribue à cet outil, on n'implémente pas, on ne suit pas tous ces usages, on n'assure pas l'accessibilité de son site.
Le troisième élément, qui n'est pas des moindres, c'est que la plateforme soit sécurisée. Sécurisée avec des méthodes récentes, je pense au processus MFA, et surtout qu'il soit compatible avec les systèmes du client. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et puis, en dernier lieu, que le produit ou l'ensemble de produits que l'on choisit offre un support qui permet de répondre à des problématiques, des bugs éventuels du produit et qui puisse être réactif. Si, par exemple, on prend le cas d'Office 365, si Microsoft fait évoluer sa plateforme, ce qui se passe de temps en temps, hein, quand il change un petit peu la structure des pages, il est important que le produit s'adapte assez vite. Et en dernier lieu, donc, la pérennité du produit dans le temps, c'est sûr que quand on fait un choix, il faut s'assurer que notre produit va vivre dans le temps et sera toujours présent. Voilà. C2S, pour répondre à tous ces besoins, a étudié les différents produits et a choisi de s'appuyer sur Office 365, accompagné de Mosaic, qui va venir enrichir le socle natif et répondre à des fonctionnalités que Microsoft n'implémente pas. Voilà. Alors, justement, pour nous parler de Mosaic, je vais laisser la parole à Frédéric, qui va vous présenter le produit. Alors, je ne suis pas là pour vendre du produit, donc je vais faire court, mais je veux juste vous présenter les grandes caractéristiques et la singularité de la solution Mosaic. C'est tout simplement de ne pas proposer de déployer une plateforme à côté d'Office 35, une plateforme de plus, vous allez me dire, est-ce qu'on en a besoin? C'est qu'on va essayer de faire adopter les usages dont je parlais tout à l'heure et on va essayer du coup aussi de faire adopter les outils qui vont avec, hein, toute la suite 365 qui est déjà extrêmement riche, relativement complète, qui offre une très belle base de travail, mais qui, force est de constater, qui ne va pas parfois jusqu'au bout des cas d'usage. Et donc, Mosaic propose d'injecter des composants WebPart comme s'ils sortaient de la fabrique Microsoft directement dans l'app catalogue SharePoint. Donc, finalement, quand vous ouvrez votre panel de composants SharePoint, bah, au lieu d'en avoir 50, vous en avez à peu près 90. Voilà. Grosso modo, vous doublez la capacité de composants. Et ces composants-là, bah, ils ne sortent pas de nulle part. Hein. On les a sélectionnés avec soin. C'est pas la quantité de composants, je dirais, qui compte, c'est cette capacité à aller faire un projet de bout en bout avec 0 ligne de code et de s'affranchir d'une conception périlleuse, d'une intégration complexe, d'une recette que personne n'a envie de faire parce que c'est quand même la phase un peu laborieuse, et puis de devoir maintenir ce code spécifique qui, de toute façon, à terme, sera jeté. Parce que migration, évolution, etc., ou changement de stratégie IT. Là, en fait, vous êtes dans une solution SaaS et vous avez toute une batterie de composants qui viennent régler des grands besoins en termes d'usage, la navigation globale, l'usine à site, l'aide à la contribution, la gestion des méta. En fait, tous ces composants-là vont vous permettre de faire du design, de la publication, du paramétrage, de la remontée intelligente d'informations, le tout paramétré et paramétrable depuis votre front office. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas SharePoint peut publier aujourd'hui un article sophistiqué en 2 clics. Il peut appeler son modèle de page et le publier en 2 clics maximum. Donc, pas besoin d'avoir de compétences SharePoint pour faire des belles pages SharePoint. Et puis, pour les contributeurs ceux qui vraiment manipulent, bah déjà, vous avez la moderne expérience SharePoint parce que vous êtes dans SharePoint, donc vous avez un CMS, je dirais, de dernière génération. Et puis, quelqu'un qui connaît SharePoint connaît Mosaic. Et donc, ça, là encore, ça facilite l'élargissement du cercle des contributeurs. Et quand on sait que le contenu, c'est l'élément clé d'un intranet, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu, élargir le cercle des contributeurs, on se facilite la tâche de rendre son intranet vivant, populaire,
interactif. Voilà. Voilà à peu près ce que propose Mosaic, et ça permet je recoupe avec mon schéma de tout à l'heure, la Digital Workplace. En fait, vous allez consommer 365 et c'est les méandres des fonctionnalités d'Office 365 dans votre intranet sans vous en rendre compte et sans quitter votre intranet, ce qui va avoir l'effet de faire adopter la plateforme 365 naturellement. Et puis l'autre gros atout, c'est que vous allez rendre votre intranet beaucoup plus puissant et beaucoup plus populaire parce qu'il va s'enrichir d'un coup d'un seul de toute la puissance d'Office 365. Et là, votre intranet, c'est plus un journal de la communication top-down, c'est vraiment un vrai tableau de bord de mes usages. Vous allez pouvoir y consommer du Teams, du Delve, du OneDrive, du Outlook, du Power Automate, etc., etc. Et là, du coup, vous passez sur un intranet vraiment XXL en termes de puissance de frappe. Et cette évolutivité dont parlait Bruno, qui va permettre aussi de venir accueillir dans votre intranet instantanément toutes les nouveautés Microsoft et les nouveautés Mosaic. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses côté Microsoft et Mosaic. Ce qui fait que votre intranet, sa pérennité est assurée parce que rien que les nouveautés, vous avez une roadmap d'enrichissement de votre intranet tous les mois. Voilà, donc ça, ce sont les piliers de l'intranet attrayants, engageants, et agréable à regarder parce qu'il y a beaucoup de composants extrêmement paramétrables graphiquement et ergonomiquement avec Mosaic. Du coup, on va peut-être passer au slide. Oui, je vais prendre le relais. Alors, je vais vous parler maintenant de cette accélération, justement, quand on dit qu'on souhaite accélérer pour mettre en place notre projet rapidement, comparé à un projet standard comme on pouvait le faire avant. Je vais essayer de vous expliquer de quelle manière. Donc, en fait, dans notre organisation, vous avez vu qu'on a différents ateliers. Au début du projet, l'intérêt de ces ateliers, c'est d'essayer de paralléliser les processus. Comme Frédéric l'a mentionné, l'ordre des choses est un peu bousculé. Là où avant, on avait une phase de recueil des besoins, de paramétrage, de saisie de contenu, de recettes, on va essayer de paralléliser ces éléments, de les rendre un peu plus naturels. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement en faisant en sorte que le client va s'approprier le fonctionnement de notre outil. Dans Mosaic, en fait, et dans Office 365, parce qu'en fait, ils ne font qu'utiliser les fonctions natives en enrichissant ce fonctionnement-là. On va créer des modèles de page. Ces modèles de page, ces usages, en quelque sorte, seront définis lors des ateliers fonctionnels. Si, par exemple, dans l'entreprise, je souhaite diffuser de l'actualité, on identifiera quel type d'actualité, que ce soit des nominations, des résultats de finances, des documents d'entreprise, que ce soit des vidéos, des photos. La charte de l'entreprise, pour bien mettre en place avec l'ergonomie, l'identité visuelle qui concerne le client, et puis intégrer des usages métiers. Ça, c'est important aussi, les usages métiers que l'on pourrait avoir, se connecter sur d'autres outils avec la Power Platform, d'avoir des outils comme Automate qui viennent se plugger sur d'autres process, des applications qui viennent enrichir ce fonctionnement-là, c'est important aussi. Dans nos ateliers de travail, les consultants qui maîtrisent parfaitement ces deux plateformes, d'Office 365 et de Mosaic, vont paramétrer des pages, vont dès les ateliers venir créer des modèles de pages pour montrer à quoi ça peut ressembler, les usages que l'on a avec les composants, les configurer. Et en fait, petit à petit, l'intérêt de cette méthode-là, c'est que le client, cette équipe va voir comment fonctionne le produit. Il va bénéficier en fait d'une formation, sans qu'il le sache, dès la phase de l'atelier. Il va pouvoir donc comprendre comment les composants fonctionnent, comment est-ce qu'ils se paramètrent, et en fait, il va devenir très vite moteur.
il va très vite prendre en main ses propres pages, essayer des choses. Il est important de mettre à disposition du client une plateforme de test, un espace de jeu, en fait, sur lequel il peut essayer de créer quelques contenus. Ça va le faire gagner en confiance, du coup, et il pourra être moteur sur cette phase de projet. Alors, il me semble qu'on a des questions, Bruno. Il y en a une. Ah, d'accord. Comment se fait l'intégration des applications Power Apps dans Mosaic? Alors, dans Mosaic, j'ai envie de dire déjà, le natif le fait. Le natif permet d'intégrer ces différentes applications par les composants natifs. Sur l'aspect de Mosaic, en fait, la réponse est simple, c'est que tout ce que sait faire Microsoft, Mosaic n'a pas pour vocation d'aller empiéter sur le terrain de ce que sait déjà faire Microsoft. On est vraiment dans une stratégie de complétude. Ce n'est pas une compétition, on n'est pas des concurrents. La puissance du dispositif global mis à la disposition du client, c'est vraiment la somme de ce que sait faire Microsoft plus la somme de ce que sait faire Mosaic. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, typiquement, on me dit souvent combien il y a de connecteurs sur Mosaic. Il y en a 350 parce qu'il y en a 350 pour SharePoint. Voilà, et là c'est pareil, c'est que vous êtes dans Office 35. Ce n'est pas un intranet Mosaic, c'est un intranet tout court qui s'appuie sur du SharePoint qui lui-même est enrichi de Mosaic. Donc, vous avez naturellement toutes les capacités qu'offre Microsoft, point. C'est pas ça serait un compte que Mosaic soit un frein alors que c'est censé être un accélérateur. Voilà. Donc, Microsoft le fait. La réponse, c'est Microsoft le fait. Alors, du coup, ça m'introduit un petit peu le slide que j'ai là. C'est qu'en fait, on va essayer de répondre aux besoins de la façon la plus simple. Je suis un développeur, historiquement, mais ce n'est pas pour ça qu'on va répondre aux besoins du client en faisant des composants, en développant des choses. Ça, les clients ne le veulent plus. Les clients ne le veulent plus parce que ça coûte cher, c'est moins agile dans le principe, parce qu'une fois que le composant est fait, s'il faut le modifier, on peut avoir des méthodes Scrum aussi sur ce type de choses. Mais ça n'empêche que si on a déjà des composants des composants, on peut les poser dans nos pages et ça ira toujours plus vite que de faire du code. Donc, la psychologie de cette approche-là, c'est de dire, quand on crée une page, là, il y a un petit exemple de page, en fait, on s'appuie sur la page native. Notre page de SharePoint, elle a une structure de page, elle a des fonctions de publication, les fonctions d'audience. On va utiliser ces fonctions-là, on va les enrichir avec les composants de Mosaic d'un point de vue déjà visuel pour agrémenter notre page. Là où natif Microsoft, il faut bien le dire, est peut-être un peu juste. Et puis ensuite, d'un point de vue fonctionnel, on va essayer de répondre aux besoins que l'on a, soit par des composants natifs, et si ce n'est pas le cas, on peut utiliser ceux de Mosaic. Je pense aux tags. Si on souhaite intégrer des tags dans une page, pouvoir les voir, pouvoir faire des recherches sur des tags, il n'y a pas forcément de composants dans SharePoint Online qui permettent de le faire. Les composants de Mosaic répondent à ce besoin. Pour l'organigramme, si vous voulez mettre un organigramme d'entreprise dans une page ou des spécialisations de personnes, dans SharePoint Online, il faut tout de suite aller dans Delve, faut soit faire un composant ou refaire un composant. Là où on a un composant qui est déjà prêt, on le pose dans notre page, on le configure et on fait des tests. Le test, avec ce type d'outil, c'est primordial. Il faut essayer des choses, il faut les jeter, il faut refaire. Et c'est seulement si, en fait, on a besoin spécifique auquel on ne peut pas répondre avec ces deux méthodes-là, C2S, dans notre cas, va proposer de faire un composant, va développer un composant qui se plug directement soit sur les API de SharePoint Online ou sur Graph pour récupérer le contenu ou sur un autre outil externe. Si vous avez un référentiel d'actualité qui était déjà interne dans l'entreprise, on peut se plugger dessus pour récupérer le contenu. On peut faire un système de reprise, d'intégration. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire, mais seulement si c'est nécessaire.
tout simplement déjà parce que l'intérêt de cette approche-là, c'est que la maintenance applicative que le client devra prendre en charge sera moins grande, ça coûtera moins cher et ça va plus vite parce qu'il y a une phase de recette qui est moins longue à faire. Très bien, merci. Alors maintenant, pour un peu synthétiser cette approche que je viens de vous dire, les clés du succès, selon moi, chez C2S, elles sont au nombre de 4. Comme je vous l'ai dit, le choix du socle est primordial. Si vous répondez au client sans bien étudier son besoin, si vous lui proposez un socle qui ne répond pas à son besoin, vous irez dans le mur. C'est aussi d'être agile dans la méthode. Ne pas être contractuel ou essayer de l'être le moins possible pour faire en sorte que les phases se parallélisent et que l'on soit tous efficaces. Donc, ça fonctionne avec une méthode, ça fonctionne avec des outils. Ne pas hésiter à utiliser Teams pour stocker les documents, pour discuter. Il faut le faire. Ensuite, c'est d'avoir une équipe client qui soit impliquée, qui réponde vite et qui fasse des choix. Et en dernier lieu, comme je vous l'ai dit, c'est de choisir des outils tout au long du projet qui vous permettront de discuter, de dialoguer, de stocker l'information afin d'être efficace. Alors, dans notre cas, que l'on abordera juste après avec Kathleen, les outils de communication que l'on avait choisis, c'était surtout avec Teams, qui nous permettait justement de répondre à ça. La communication asynchrone, où l'on parle en chat, on stockait les documents, les cahiers des charges, les liens, tout ce type de choses. Et ça nous a permis de délivrer un projet rapidement et qui fonctionne bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour l'instant. Eh bien, écoutez, je vous propose, on est just in time, donc on passe tout de suite au chapitre 3. Je vais faire au mieux en peu de temps. Alors, donc moi, je vais vous faire le retour d'expérience du client, donc Bouygues SA plus particulièrement. Alors, nous, on avait un enjeu qui était assez important. On avait 2 volets en fait dans notre projet. On peut passer, je pense, à la slide suivante. C'est-à-dire qu'on avait à la fois la refonte du portail groupe et la refonte du portail de Bouygues SA. Alors, juste pour l'historique, on avait ce projet qui était déjà en tête depuis plusieurs mois, parce qu'en fait, on avait un intranet qui était vieillissant, aussi bien sur la forme que dans le fond, et on voulait un peu faire table rase et puis donner un petit coup de modernité à l'intranet. On voulait en fait un environnement qui soit donc unifié, évolutif et qui soit simple à alimenter et à consulter. Parce qu'avec l'intranet d'avant, on mettait énormément de temps à publier un article, c'était très fastidieux et c'était très lourd pour les équipes en fait à gérer. Et puis, on avait un deuxième objectif très important, c'était la réplication des contenus que nous n'avions pas avec l'ancien intranet. Et ça devenait très compliqué en fait de donner toutes les informations au métier. En fait, l'organisation du groupe et la complexité de cette organisation a fait qu'on a choisi de trouver une solution. Parce qu'en fait, on a donc 5 métiers. Les métiers, ce sont Bouygues Construction, Colas, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Télécom. Donc, avec 5 infrastructures différentes, puisque chaque métier est organisé comme il le souhaite et utilise les outils qu'il souhaite également prendre au sein de son métier. Donc là, si vous voyez en fait sur le slide, nous, ce qu'on souhaitait, c'était ça. C'était donc avoir l'intranet groupe donc, en orange qui puisse diffuser l'information directement sur les intranets métiers, comme on a l'exemple en bas avec l'image de Bouygues Immobilier et l'intranet en vert et l'information groupe en orange. Ça se passe automatiquement. En gros, en un clic, hop, l'information arrive sur les intranets métiers. L'idée, c'était donc d'avoir ce point d'entrée unique pour toute l'information groupe et donc ce gain de temps et de cohérence pour l'ensemble du groupe en général. Voilà, avec cette idée, bien sûr, de moderniser l'interface et de simplifier et la navigation et la contribution. On peut passer à la suivante. Là, je vous ai mis donc les 2 exemples, donc les 2 intranets. On a donc l'intranet groupe à gauche et puis l'intranet Bouygues SA à droite. Donc, comme vous le voyez, en fait, on est à peu près sur la même structure parce qu'on a en fait voulu capitaliser sur le travail qui a été fait sur l'intranet groupe, qui était beaucoup plus conséquent. On avait énormément de contenu sur l'intranet groupe, on avait une navigation qui était très complexe, on a voulu tout simplifier et puis on s'est dit,
la solution Mosaïque nous permet en fait de capitaliser et d'utiliser le travail qui a été fait, juste en changeant, pourquoi pas, les couleurs, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a bien charté, on a utilisé la charte pour l'intranet groupe, on a également utilisé la charte pour l'intranet Bouygues SA, mais pour que les collaborateurs s'y retrouvent et voient bien la différence entre les deux, on a choisi la couleur bleue pour Bouygues SA et le orange pour le groupe. Il n'y avait pas d'exportation de contenu en fait, de l'ancien intranet, donc il a fallu qu'on remette tout dans l'intranet, donc ça demandait énormément de travail. On était juste 5 dans l'équipe pour le faire. Et on s'est plutôt bien débrouillé parce que ça faisait quand même 2 projets en parallèle assez complexes. On peut regarder le dispositif pour que vous compreniez un petit peu plus. Donc, le dispositif du projet. Donc, on a choisi la solution Mosaïque. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, on avait ce projet complexe qui demandait une réplication des contenus. On a testé avec plusieurs solutions différentes et on a fait un POC avec Mosaïque sur la réplication et ça fonctionnait très bien. Donc, c'était déjà un premier argument. Ensuite, on voulait une compatibilité avec Microsoft 365, ce que Mosaïque offrait également, parce qu'on avait Office 365 dans le groupe. Et puis, surtout, pour des raisons de sécurité informatique, il y a quelques mois, en fait, on a un de nos métiers de construction qui a subi une cyberattaque et on a renforcé, on avait déjà de bonnes sécurités informatiques, mais on a renforcé et on voulait que la solution, elle corresponde en fait à tous nos critères de sécurité informatique, ce qui était aussi le cas avec la solution Mosaïque. Voilà pourquoi on a choisi Mosaïque. Et pour l'intégrateur, alors, C2S fait partie du Bouygues, certes, mais on n'a pas choisi parce que C2S faisait partie du Bouygues. On les a choisis parce que, en fait, on a senti que la vision du projet qu'ils nous offrait, ce projet agile, nous a beaucoup plu. On a également apprécié en fait la réponse au cahier des charges qui a correspondu complètement à la vision qu'on avait en fait de l'intranet, enfin les 2 volets de l'intranet. Et puis il y avait surtout cette expertise Mosaïque qui était présente via Bruno entre autres et les équipes et qu'on a également apprécié. On a senti vraiment que c'était rassurant d'avoir tous ces conseils qui étaient très pertinents de la part de Bruno. Donc, encore une fois, merci Bruno. Et le projet, du coup, s'est déroulé très rapidement. Et on va voir d'ailleurs tout de suite donc, le projet qui s'est réalisé en seulement 4 mois. Les 2 projets. Et les 2 projets en plus, oui, il y avait 2 projets, tu as raison, Frédéric. 2 projets en 4 mois. 2 projets en 4 mois à 100% à distance. Alors, c'est à peu près 4 mois parce qu'en fait, on a commencé le kick-off qui, lui, n'était pas à distance. C'est le seul moment où on s'est vu. C'était donc le 2 octobre, le kick-off. Et ensuite, tout a été fait 100% à distance. Donc, on voit les différentes phases. Donc, on a vu déjà tout à l'heure les différentes phases du projet. La phase de cadrage avec les ateliers, l'atelier de conception, atelier d'analyse. Il y a eu le déploiement de Mosaïque, qui était aussi un point très important dans le choix de C2S, c'est que C2S nous proposait un accompagnement dans les métiers, pour éviter de surcharger les métiers, puisque nous, BSA, on a choisi la solution Mosaïque et on ne voulait pas les surcharger. Donc, le fait que C2S les accompagne facilitait en fait le processus. Donc, ensuite, on a enchaîné vers mi-novembre par les ateliers de conception. On a été tout de suite formés dans la foulée. Ça a été très rapide. On a eu juste une matinée, il me semble, de formation. Et ensuite, mon équipe, on a commencé à alimenter. Donc, à partir de fin novembre jusqu'à fin janvier. Et là, on a fait donc en parallèle à peu près les 2 projets, ce qui a demandé beaucoup de travail, mais dans une période très, très courte. Et ce qui était très intéressant, c'est que pendant qu'on saisissait les contenus, on faisait également la recette en même temps. Et ça, je pense que ça a été une des clés de succès du projet et le fait qu'on ait pu le faire en si peu de temps, parce qu'on arrivait à régler tout de suite les problèmes. Et on avait également un point qui était très important dans toutes ces phases, en fait, c'est qu'on avait des points hebdomadaires, pas forcément très longs, ça durait entre 10 et une demi-heure grand maximum, avec donc Bruno pour régler tous ces petits problèmes, ajuster, avoir les conseils et voir comment optimiser au mieux et comment rendre au mieux nos deux intranets, quoi. Et on a fini par le 8 mars, donc le Go Live. En fait, on a une période entre le 30 janvier et le 8 mars où on s'est dit qu'on allait garder un peu une petite phase où on allait surtout tester uniquement la réplication des contenus dans les intranets métiers. J'ai 2 questions. Ah, oui. La première question, c'est comment se passe la personnalisation de la charte graphique pour chaque métier? Est-ce une configuration Microsoft, Mosaïque?
Et la seconde, c'est combien y a-t-il de contributeurs? Quelle durée de formation? Alors, je peux peut-être répondre, Vas-y, je peux peut-être aider. D'un point de vue de la charte graphique qui a été appliquée sur les Digital Workplace et sur celle de l'intranet group, on s'appuie déjà sur le native SharePoint à travers le thème. On va, à travers la charte, les couleurs de l'entreprise, on va concevoir un thème pour SharePoint qui va déjà nous habiller notre page. On va ensuite, à travers les composants, donc soit des composants de couleur de fond de page, des composants de mosaïque qui vont permettre de rajouter une petite touche en plus, habiller notre page avec soit des images d'entreprise qui parlent aux utilisateurs pour finir cet habillage-là. Comme on vous l'a dit, l'intranet group a été répliqué dans chacune des filiales et c'est bien la charte graphique de l'intranet group qui a été répliquée dans chaque cas. Après, chaque filiale peut faire son propre espace, sa propre digital workplace, et dans ce cas-là, on va venir concevoir un nouveau thème pour les autres sites, en fait, les autres espaces ou les autres outils. Et donc là, dans le même cas, on s'appuie sur cette charte visuelle et on va venir concevoir un thème qui répond à ces couleurs. Donc dans tous les cas, on s'appuie sur natif et on vient compléter avec des composantes de mosaïque. Mais les composantes de mosaïque, de toute façon, eux aussi vont s'appuyer sur toutes les API du socle. Donc, on va parler contributeurs parce que je crois que le deuxième volet de la question était contributeur. Je termine juste pour la partie design. En fait, on a un composant qui s'appelle designer et qui, à la magie, c'est un petit widget fantôme, je dirais, qu'on positionne et on lui donne un champ d'action. Et il débride toutes les contraintes graphiques. Hein. Vous pouvez mettre des images en fond de section, des dégradés, des opacités réduites. Vous pouvez mettre des ombrés sur les blocs. Vous pouvez gérer les titrailles. Vous pouvez rejouer toutes les gouttières. Il y a énormément d'espace par défaut entre chaque section. Là, vous pouvez les condenser pour avoir des mises en page plus compactes. Voilà, il y a tout ça. Et puis, petite exclusivité, on va améliorer le color picker. C'est ce qui fait que quand vous paramétrez votre composant, vous allez automatiquement retrouver les codes couleurs de votre charte graphique corporate, ce qui évite à vos contributeurs d'être un peu créatifs avec des jeux de couleurs qui ne seraient absolument pas autorisés dans la charte graphique. Donc voilà, ça arrive dans quelques jours, l'évolution du color picker. Donc, il y avait la deuxième volet de question qui était sur la formation des contributeurs. Sur le thème, juste pour finir, ce que j'y pense, c'est très important. Les sites d'intranet, ce style de site doivent être accessibles. Donc, il est important outre prendre la charte visuelle de l'entreprise, de s'assurer que les contrastes de couleurs soient compatibles aussi sur ces normes, parce que c'est souvent un peu compliqué suivant les couleurs de l'entreprise, pour faire en sorte qu'un texte d'une couleur sur un fond d'une autre couleur corresponde aux normes. Voilà. C'est un critère très important pour nous, c'est l'accessibilité. Ouais. Excuse-moi, je t'ai... Non, pas de souci. Pour les contributeurs. On a les contributeurs, qui est une question quand même très importante. Et il nous reste 2 slides et il nous reste 5 minutes maximum. Donc, voilà. Pas de problème. Alors, pour la formation des contributeurs, c'était au niveau du temps, le temps que ça prenait. Ça a été Combien y a-t-il de contributeurs et quelle durée de formation? C'est ça. Alors, à la base, on était donc 5 contributeurs. Donc, c'était les personnes de mon équipe. Donc, en une matinée, enfin une demi-journée, on a réussi en fait à avoir la base de la solution. Après, l'idée, c'était de faire du test and learn. Et c'est comme ça qu'on a vraiment appris en seulement 4 mois à maîtriser la solution. Après, nous, on a organisé donc, des sessions de formation auprès des contributeurs de chaque filière. J'appelle filière juridique, informatique, communication, pour qu'en gros, chacun soit un peu autonome et puisse mettre à jour ses propres parties. Et là, clairement, en une heure grand max, on a réussi à les former également. Et maintenant, ils maîtrisent. Et ça se passe très bien. On est un peu en backup quand même pour les aider si besoin, mais ça n'a pas du tout été compliqué. C'est très facile à prendre en main et à maîtriser les différents web art et la solution. À aucun moment vous rentrez dans le back-office de SharePoint, là où ça devient un petit peu nébuleux. Tout se fait dans l'interface. Hein. C'est vraiment très WYSIWYG. Hein. C'est vraiment l'approche un peu comme des Wix. Hein. C'est l'approche un peu no-code. Hein. C'est que du clic de paramétrage. Vous drag and droppez vos web parts pour les repositionner.
c'est extrêmement fluide. Hein. C'est extrêmement fluide. Complètement. Et on a d'autres questions? Ok, donc j'enchaîne pour terminer. Donc on a réalisé un petit sondage. Alors on est à moins de 6 mois de la mise en ligne, donc c'est un peu récent, mais bon, on voulait quand même un peu prendre le pouls et voir ce que pensaient les collaborateurs du nouvel intranet groupe. Donc on a un résultat qui est plutôt bon, puisqu'on a 7,8 sur 10 d'impression des collaborateurs, avec notamment une note de première impression et une deuxième impression en fin de visite qui sont à peu près équivalentes, puisqu'on est à 8,2 et 8 sur 10. On a changé la navigation et là c'est pareil, on a plutôt une bonne note puisqu'on a 8 sur 10 pour naviguer dans tout l'intranet. Donc on voit qu'on a répondu à peu près aux besoins du collaborateur de simplifier les informations et la navigation. La présentation et l'intérêt des rubriques de même a été complètement changé parce qu'on avait analysé ça dans les analytics. En fait, il fallait faire remonter les documents principaux et certaines rubriques en particulier. Donc là, on est à 7,9 sur 10. Et puis l'esthétisme du nouvel intranet qui est beaucoup plus moderne, avec vraiment, comme on disait, la charte. Pareil, on est à 8,1. Le seul point qu'on va essayer d'améliorer là très prochainement, c'est donc la capacité et la pertinence de la recherche. On a seulement 6,90, j'ai envie de dire seulement, mais ça va, c'est encore correct. Mais on se rend compte que peut-être qu'on n'a pas répondu comme il fallait dans la page des requêtes par rapport à ce que cherchent les collaborateurs. Donc, on va essayer de la faire évoluer parce que l'intérêt de la solution, et c'est ce qui est très positif, et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisie, c'est qu'elle est évolutive. Et en fait, on peut la faire évoluer sans cesse en fonction de nos besoins et de ce qu'on a envie de faire et ce que nous remontent surtout nos collaborateurs. Alors, du coup, ça met un petit challenge parce que les premières filiales avaient une note un petit peu supérieure, je crois. Donc, bon, ça met un petit peu le challenge. Après, c'est vrai qu'à l'échelle du groupe, je crois qu'il y a 90 000 collaborateurs qui vont à terme consommer du SharePoint, de la Digital Workplace et par définition du Mosaic. Ça va nous donner une vraie note sur la durée et sur du volume. C'est intéressant. Et de toute façon, on le disait, hein, c'est un produit vivant. Hein. Le premier shoot, moi, il n'y a même plus de V1, V2. Hein. C'est une évolution continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les usages et les notes, par définition, sur la durée. Exactement. Et donc, juste en bilan, je finis vite parce que c'est bientôt terminé. C'est un bilan très positif. On a vraiment pris en main la solution très rapidement. Les fameux points hebdomadaires ont permis une réactivité de C2S et une réactivité aussi de mon équipe pour faire évoluer rapidement l'intranet. Et puis, on a déjà eu de très bons retours, comme vous avez pu le voir. Donc, en conclusion, c'est une très belle collaboration pour un projet et même 2 projets complexes. En 4 mois. Et en 4 mois. Et en 4 mois seulement. Sur une plateforme que vous ne connaissiez pas. Tout à fait. Donc, bravo aux équipes parce qu'on l'oublie, on parle produit, on parle Mosaic, on parle plateforme, mais le plus gros élément clé de la réussite du succès, hein, c'est le client. C'est même pas l'intégrateur, j'ai envie de dire, c'est le client. Hein, c'est vraiment lui qui a les mains sur le guidon. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui aussi qui met le chrono, qui met le budget. Donc, il a quand même beaucoup des cartes du succès dans ses mains, il ne faut pas l'oublier. Donc, un bon projet, c'est un bon client. Et un bon client, c'est souvent un bon projet. Voilà. Donc, moi, ce serait un petit peu ma conclusion. Et puis, il y a bien sûr le rôle de l'intégrateur qui est quand même fondamental parce que même si la technologie n'est plus un problème parce qu'elle est déjà sur étagère, hein, il y a quand même cette maturité dans le pilotage du projet, dans l'écoute du client. Et je pense que les équipes de Bruno ont fait des merveilles sur ces terrains-là qui ont permis de faire ce succès qui n'est qu'un début puisque les intranets vont évoluer, les usages vont évoluer, l'appropriation d'Office 365 n'est qu'au début aussi chez Bouygues. Donc, c'est le début, je pense, d'une belle Digital Workplace qui, au fil des lots et au fil des mois, va s'étoffer, va s'enrichir. Et c'est tout ce qu'on souhaite aux équipes de Bouygues, en tout cas. Merci. Alors, on va juste… on est just in time, donc voilà, on peut peut-être prendre une question. Mais, Alors là où je peux peut-être préciser une chose, parce qu'effectivement, sur un des slides, on avait la mention que le projet était fait 100% à distance, excusez-moi, c'est qu'effectivement, la seule réunion qu'on a faite pour se rencontrer, c'est la réunion pour lancer le projet.
en présentiel où on est venu rencontrer justement l'équipe projet du client, faire connaissance ensemble et toutes les autres étapes après, tous les autres ateliers se sont faits avec Teams. Donc, on n'a pas besoin d'être en présentiel. Le client, enfin, on peut aller beaucoup plus vite qu'en prenant une réunion, qu'en s'imposant de faire des temps de route pour venir rencontrer le client. N'hésitez pas à utiliser des méthodes modernes pour concevoir votre projet. Par rapport au premier slide, c'est un peu la boucle bouclée. Ce que je dirais, c'est que la Digital Workplace, on parlait du travail à distance et de qu'est-ce qu'offre la Digital Workplace. Typiquement, voilà, on a la preuve par l'exemple. Elle offre la capacité à faire du projet et à collaborer à distance et à aller plus vite qu'avant, sans obligation de se retrouver tous les mardis matins dans un bureau pour faire travailler la copie. Voilà, donc ça, c'est la preuve de l'efficience d'une Digital Workplace à l'ère du télétravail. Voilà, c'est l'épreuve par l'exemple, une fois de plus. Très bien. Eh bien, écoutez, vu que c'est l'heure, on va garder les bonnes pratiques. On va vous quitter à l'heure, comme ça, on vous libère. On vous souhaite une très belle soirée. On vous remercie beaucoup de votre inscription et de nous avoir suivis pendant 7 heures de webinaire. Et on vous dit sûrement à bientôt pour d'autres sessions. Merci à vous. Au revoir. Et à bientôt. Clique sur fin.